Salut tout le monde, c'est Sam Red Shoes et vous regardez la vidéo des résultats de WWE Payback qui a eu lieu hier soir dans la nuit de dimanche à aujourd'hui. Que de show que j'ai bien sûr regardé en direct avec beaucoup de fatigue mais en direct. Et donc je m'excuse aussi pour ne pas avoir fait de vidéo de prédiction. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais beaucoup de travail et bon, je vais pas m'en plaindre parce que maintenant que j'ai un peu plus de travail, c'est plutôt cool. Mais du coup, j'ai pas eu vraiment le temps de faire cette vidéo. Faut savoir qu'en général, ça me prend à peu près 3/4 d'heure de tournage entre guillemets, voire 1 heure et au moins le double. Non, peut-être pas forcément le double, mais surtout que j'en fais un peu moins de montage maintenant. Mais ça me prend un peu, grosso merdo, ça me prend à peu près 2 heures de faire une vidéo. Et bah, c'était difficile de trouver 2 heures d'affilée dans mon temps libre. Surtout juste après, voilà, à partir de mardi, c'était voilà, quasiment impossible. Donc voilà. J'ai pas fait de prédiction sur Facebook non plus, bah, pour les mêmes raisons. J'avais ma petite idée dans la tête, j'ai pas eu le temps de mettre ça à plat pour le partager avec vous. Mais j'avais quand même 2-3 idées quant aux gagnants éventuels ou mes prédictions pour Payback. Donc j'ai regardé le show hier soir, donc il a eu lieu à l'Allstate Arena à Chicago. Si je vous le dis, c'est que c'est important, vous allez comprendre pourquoi. Premier petit détail, c'est la Wyatt Family qui était sur l'affiche et qui a fait qui faisait la promo d'intro de Payback, et ils étaient même pas dans le pay-per-view, ce qui me fait me poser des interrogations. Donc pourquoi la Wyatt Family, elle a un petit peu disparu de nos écrans depuis, elle était à peine là à WrestleMania depuis que Luke Harper s'est blessé. Donc j'espère que leur retour se fera bien sentir et qu'il se fera proprement. Je verrais bien un AJ Styles contre Bray Wyatt, ça pourrait être sympathique. Mais après, voilà, il y a énormément de possibilités qui n'ont pas encore été abordées en ce qui concerne les adversaires de Bray Wyatt. Donc à voir. Je vais attaquer avec les matchs. Donc on a attaqué dans le pré-show avec Dolph Ziggler contre Baron Corbin. Ce qui est une bonne chose d'attaquer avec des matchs avec deux catcheurs qui sont loin d'être mauvais sur le ring, on peut le dire aujourd'hui. Le match, il était long et au final, en fait, il s'est pas passé grand chose. Le peu de choses a été fait par Baron Corbin et ça n'a pas été bien impressionnant. Il reste bien dans son personnage, mais j'ai même eu l'impression qu'il y avait des problèmes techniques sur son entrée. Enfin, je sais pas, on avait l'impression qu'il avait moyennement envie d'être là. Ce que je trouve dommage quand même, parce que bon, il a quand même, il a fait 2 pay-per-view. Sur le premier, il a gagné la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Donc voilà, Ziggler, il a gagné par Small Package, donc c'est un espèce de tombé volé. Alors, le point positif qu'on pourrait ressortir de ce match-là, c'est qu'avec une victoire comme ça, la rivalité devrait continuer. Et j'espère, parce que Dolph Ziggler, ce serait un excellent tremplin pour Baron Corbin pour se faire une place dans le roster principal. Il est encore très peu connu, il s'est très peu exprimé, Baron Corbin. Enfin, je veux dire, il est très peu connu pour le grand public, parce que malheureusement, on regarde pas tous NXT. Donc, ce serait intéressant de développer son personnage et de développer sa popularité, voilà. Pour le roster principal, je pense que Dolph Ziggler c'est une bonne carte à jouer pour Baron Corbin. Mais le match, voilà, en soi, il n'y avait pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. J'étais un petit peu déçu. Je m'attendais vraiment de la part des deux bonhommes, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fourni. Et ça n'a pas été le cas. J'ai mis 2,5 sur 5 parce que, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'était loin d'être un super match. Heureusement que ça a été en kick-off parce que là, j'aurais été sacrément déçu si ça avait été en plein milieu du show. On est passé après à Kalisto contre Ryback pour le titre US. Again. Donc déjà, j'ai été surpris que Ryback ne gagne pas à WrestleMania. Il n'a pas non plus gagné à ce match-là. Plus précisément, il y a 2-3 détails qui m'ont fait tiquer parce que Ryback, lors de son entrée, a imité CM Punk, c'est pour dire qu'il s'est pas moqué de lui, parce qu'au moment où il est rentré sur l'entrée, il a caressé le sol, il a tapé sa montre et puis il a gueulé un truc comme le faisait CM Punk à l'époque où il rentrait. De plus, à Chicago, il faut savoir que c'est un public, je vais pas dire hostile, mais très pro CM Punk, et étant donné qu'il a quitté la WWE en très mauvais termes avec Vince McMahon, il y a eu des chances CM Punk un peu
un peu tout le long de la soirée, mais notamment sur le passage de Vince McMahon, mais je vais y revenir. Alors en ce qui concerne ce match-là, je m'attendais à une victoire de Ryback parce que bah voilà, il a son nouveau personnage et il a besoin de se refaire une image parce que de perdre 2 fois de suite face à Kalisto, ça flingue un peu tout. Euh, mais voilà, ça n'a pas été le cas. Ryback a plus grand chose à se mettre sous la dent. Je pense qu'il est bon en ce qui comment attends, j'ai essayé de trouver un ordre à ce que je veux dire. Euh, il a d'autres capacités dans le ring, il a de bonnes idées, il a un pas trop mauvais acting, il est pas bon au micro c'est pas encore ça, mais il joue la provoque. Alors ça plaît pas. Moi j'aime bien le côté CM Punk, ça m'a fait tiquer voilà, mais sans plus. Mais c'est pas avec des matchs, enfin c'est pas en perdant des matchs face à Kalisto que ça va marcher. Donc en soi, est-ce que ils l'ont fait perdre face à Kalisto pour lui faire prendre un autre chemin, pour lui faire une ascension, parce qu'il faut qu'il ait une ascension. Il peut pas en rester là. Ryback aujourd'hui, il a plus de 34 ans, je crois, quelque chose comme ça. Euh, il y a quelque chose de mieux à faire avec son personnage. Il est bien bourrin que ça. Après, voilà, nous avons quand même eu à Payback le match que je pense on aurait dû avoir à WrestleMania parce que malgré quelques botches, bah, le match était super plaisant à regarder. Chacun avait son temps de ring et chacun a pu mettre en avant son type de catch, donc la force hein, pour Ryback et puis la puissance et puis Kalisto il a mis en avant son agilité, ses flips et tout. C'est parti vraiment dans tous les sens, même Ryback qui est monté plusieurs fois sur la troisième corde à notre grande surprise. Euh, mais voilà, on a eu le temps de faire un petit peu toutes les prises. Je pense que Ryback a eu un peu plus le dessus, mais ce qui est tout à fait logique. Donc là, on a eu un match proprement fait, je trouve, par rapport à WrestleMania. Et donc je pense que ça devrait s'arrêter là, cette rivalité entre Kalisto et Ryback. Euh, Encore une fois, par contre, je pense que Kalisto n'a plus besoin de ce titre US et qu'il faudrait qu'il change de main. Alors, si c'est pas pour Ryback, je ne sais pas pour qui, on verra ça ce soir à Raw. Victoire donc de Kalisto après Solida del Sol, et j'ai mis 4 sur 5 à ce match-là parce que, bah voilà, encore une fois, c'était plutôt pas mal. Enfin, plus que pas mal, si je mets 4 sur 5, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à jeter. Il y a eu deux trois petites botches des deux catcheurs. Les Ryback, c'est pas la première fois qu'il chie quelque chose. Kalisto, c'est une des premières fois quand même qu'il se plante. Il commence à avoir du Sin Cara qui déborde sur lui. Donc voilà. 4 sur 5. Après, le show a démarré. Donc c'est The New Day qui entre pour ouvrir le show. Donc du coup, bah, c'était juste pour foutre l'ambiance dans le public de Chicago. Et on a démarré avec le match pour le prétendant numéro 1 au titre tag team. Donc c'était les vaudevillains, le Vaudevillains, donc c'est Aiden English, c'est l'autre, j'ai bouffé son nom, Simon Gotch, voilà, face à Enzo Amore et Colin Cassidy. Le match donc commence super. Non, avant de parler du match, j'adore Enzo et Colin Cassidy, ils ont un pop de ouf, même si c'est vrai que par rapport à la toute première nuit, tout premier rôle le lendemain de WrestleMania et à ce qu'ils font actuellement, ils ont un petit peu moins d'avoir de l'entrain, surtout pour Colin Cassidy. Ça, c'est qu'un avis personnel. Mais je trouve que c'est super. J'ai un peu de mal à piger ce que dit Enzo Amore parce qu'il le fait exprès de prendre un accent italien. Il parle super vite, il ouvre très peu la bouche quand il parle. C'est un peu casse-gueule à comprendre, mais si ça marche avec le public, pourquoi ça marcherait pas avec moi. Donc le match commence super bien. Avec de la vitesse, des tags rapidement, beaucoup de mouvements par équipe. Et puis au bout d'un moment, Aiden English projette Enzo Amore contre les cordes. Alors je sais pas ce qu'il a foutu Enzo Amore, parce qu'à mon avis il devait soit passer au travers des cordes, soit rebondir dessus. Et il a fait un entre les deux, c'est-à-dire que sa tête en fait a rebondi contre la deuxième corde et a fini par taper, mais genre super violemment le sol. Et il est tombé en dehors du ring, mais au moment où il est tombé, il était complètement KO, il avait les yeux qui se disaient bonjour. Et le match s'est arrêté là. Et donc on a eu une petite minute de blanc jusqu'à ce que l'arbitre décide carrément de faire sonner la cloche. Alors du coup, étant donné la tronche des arbitres et puis l'arrivée rapide de toute l'équipe médicale, la tronche des commentateurs, pardon, je pense que c'est logique de dire que ça faisait pas partie de la storyline.
Ça se voyait sur les visages des gars. Les New Day, bah, ils savaient pas trop où se foutre. Ils avaient même fait une bonne mise en scène. Ils s'étaient foutus dans un coin avec pizza et soda pour profiter du match. Et puis, bah, les vaudevillains sont sortis vite fait. Et Colin Cassidy est resté à côté d'Enzo Amore pendant un petit bout de temps. Et en fait, ils sont partis. Bah, Enzo Amore a été escorté pour aller jusqu'à dans une ambulance parce qu'il était méchamment KO. Il bougeait plus beaucoup sur le ring. Et puis il faut savoir que bah, un coup à la tête, ça peut vite être très grave. Euh, pour avoir, je vais pas parler de mon expérience de catcheur parce que j'en ai fait. J'ai une vidéo, vous baladez-vous sur ma chaîne, vous allez la trouver. Faut savoir que faire du catch, c'est prendre énormément de risques, quel que soit le niveau auquel vous faites, hein, parce qu'il faut absolument savoir ce que vous faites. C'est Ça a l'air ça ressemble à du cirque, mais faut savoir qu'il y a des heures et des heures de travail derrière. C'est des mecs qui ont un entraînement de fou furieux tous les jours. La douleur, elle est réelle. C'est des mecs qui passeront les trois quarts du reste de leur vie dans une douleur intense parce qu'ils auront mis leur corps à rude épreuve, même si c'est que pendant 10 ou 12 ans. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment du sport et qui fait mal, qui fait très mal. On y pense aujourd'hui. China qui est morte la semaine dernière, je pense que ça a joué aussi. Il y a plein de choses plein de, enfin, ce sport ne facilite pas la vieillesse des gens qui le pratiquent, quoi. Donc bref, je me suis déjà fait peur 2 3 fois en faisant du catch avec mon frangin. Pourtant, bah, il faisait 3 fois moins, il pesait 3 fois moins que moi. Il était beaucoup plus petit que moi, mais faut savoir que de se prendre un DDT ou d'inventer une prise ou même d'essayer un pile driver, tu peux te faire facilement peur parce que ta tête passe très très près du sol. Et bah là pour le coup, bah, et des fois ça arrive. Et bah là c'est arrivé. Donc faites vraiment attention à vous si vous faites du catch aussi à la maison. Ça peut arriver, hein. Tout le monde vous dit qu'il faut pas le faire, mais bon, les règles sont un peu faites pour être brisées aussi, donc voilà. Mais faites vraiment attention avec le catch. En ce qui concerne Enzo Amore, donc on a eu des updates pendant la soirée. On a appris violemment. On a appris rapidement que finalement il était capable de communiquer et qu'il bougeait ses extrémités, ce qui était une très bonne nouvelle parce que bah, coup à la tête veut dire forcément que la nuque peut être touchée aussi. Et donc on a appris plus tard dans la soirée qu'il a eu ce qu'on appelle une concussion, ce qui se traduit par commotion. Alors ça paraît énormissime comme ça, mais ça arrive assez fréquemment au catch. Mais je pense qu'on n'est pas prêt de revoir Enzo Amore d'ici quelques semaines, parce qu'il va y avoir du temps de réhabilitation et un peu de rééducation. Donc je pense que Colin Cassidy ne fera pas le travail pour eux deux non plus. Mais bref, c'était pas la chose à laquelle on pensait à ce moment-là. Donc je vais simplement m'arrêter là. Et puis, bon, en espérant avoir de bonnes nouvelles d'Enzo Amore d'ici là. Et puis voilà, on va passer au match d'après. C'était Kevin Owens contre Sami Zayn. Cette rivalité, je l'adore. Je la trouve super bien faite. Je trouve que les mecs sont convaincants, même dans leur promo. Et pas forcément dans leur promo micro qu'ils font ensemble, mais juste dans la promo construction de trucs où ils sont dans une salle en train de parler de leur amitié et tout ça. Je trouve que c'est super intéressant. Mais par contre, voilà, c'était difficile de se remettre dans le bain après l'histoire d'Enzo Amore. Mais bon, show must go on. Donc j'ai fait ce que je pouvais pour me remettre dedans. Alors, bon, bah, pour être tout à fait franc avec vous, j'ai vu beaucoup de matchs de catch dans ma vie. Mais celui-là était un vrai petit bijou. Il n'y avait pas forcément lieu d'être à Payback parce qu'en soi, Kevin Owens défendait son titre intercontinental à WrestleMania et, cette rivalité est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe et on s'est dit bah tiens on va en faire profiter le roster principal et tout l'univers WWE parce que pourquoi pas quoi. Mais au final on va pas leur en vouloir d'avoir fait ça parce que ce match était parfait, il y a eu aucune erreur, il y a eu très très peu de temps mort. Un match créatif, je peux dire créatif parce que ce serait presque me moquer de ces catcheurs là parce qu'ils sont connus pour ça. Le match ultra divertissant, victoire de Kevin Owens sur son finish, son pop-up powerbomb, mais on a eu des prises de tous les côtés, des prises qui avaient encore jamais été vues à la WWE, des brainbusters,
Bon, le truc que faisait Sami Zayn déjà à l'époque où il catchait sous le nom de El Generico, où il sautait à travers les cordes depuis le côté du ring et pour aller faire un DDT sur son adversaire. Enfin, des prises comme ça qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir et c'était super cool. Des chants This is the Song, on a même eu des chants Fight Forever. La dernière fois qu'on avait eu ça, c'était Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura à NXT TakeOver à Dallas avant WrestleMania. Mais vraiment, un match, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. C'est juste assieds-toi, bois ta bière, regarde et fais-toi plaisir. Et je suis fier d'ailleurs de vous présenter mon tout premier 5 sur 5 parce que c'était vraiment le cas. Il n'y avait rien à dire sur ce match-là, si ce n'est que c'était parfait. Après le match, Kevin Owens, tout encore chauffé de sa victoire, demande à Byron Saxton de venir sur le ring de l'interviewer quant à sa victoire et tout ça. Et Kevin Owens dit qu'il était content, qu'il avait prouvé qu'il était le meilleur face à Sami Zayn et tout ça. Et Byron Saxton lui dit que pensez-vous pour le titre intercontinental qui se joue juste après ah, ça se joue juste après. Eh ben c'est très bien, je vais pouvoir me reconcentrer dessus parce que j'ai pas eu mon rematch de WrestleMania. Donc du coup il est parti s'installer dans la cage des commentateurs pour le match pour le titre intercontinental qui était juste après, le Miz contre Cesaro. Le Miz, petit point sur lui, le fait que Maryse soit de retour, c'est une bonne chose parce qu'elle est aussi détestable que le Miz. Je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit revenue. Est-ce qu'elle a manqué à la WWE? Je dirais pas ça non plus, faut pas déconner. Mais ça permet encore de rajouter un petit peu de crédibilité au personnage du Miz, d'avoir sa femme qui le soutient. Je trouve que c'est une très bonne chose et c'est quelque chose qui s'est assez perdu avec le temps comme concept à la WWE. Le match, en ce qui le concerne, presque pareil que Kevin Owens contre Sami Zayn, n'a pas grand chose à redire. Le seul truc, c'est que le match était un peu moins équilibré. C'est Cesaro qui avait un petit peu plus les devants, même si en soi c'était logique parce qu'il est de retour depuis le lendemain de WrestleMania, pardon. Et on a été en fait assez souvent distrait par les commentaires de Kevin Owens, côté de Michael Cole et de JBL. Donc ça aidait pas, même la caméra se braquait sur lui, donc du coup ça cassait un petit peu la continuité du match quand on essayait de se mettre devant, ce qui était plutôt dommage. Mais sinon un match solide, très propre, comme j'ai dit, l'idée par Cesaro. Et puis d'un seul coup Sami Zayn il revient, il attaque Kevin Owens, les deux finissent par se mettre sur la gueule en dehors du ring, finissent par monter sur le côté de ring, là sur le tablier, donc ça distrait l'arbitre. À ce moment-là, il y a Cesaro qui pose un crossface sur le Miz abandonne, l'arbitre le voit pas, donc du coup Cesaro se relève, il dégage Sami Zayn et Kevin Owens du ring. Le Miz arrive par derrière, roll-up, tombé, 1, 2, 3. Victoire volée du Miz, entre parenthèses grâce à la distraction de Sami Zayn et de Kevin Owens. Donc on va avoir une suite pour le site intercontinental qui me paraît très intéressante parce que ça va encore rajouter du monde et plus on est de fous plus on rit, donc c'est une très bonne chose. Je pense qu'on n'a pas fini de voir Cesaro face au Miz et c'est quelque chose que je suis content parce que Cesaro a enfin une bonne rivalité à se mettre sous la dent parce que le Miz est très très bon au micro, il faut le dire quand même, et ça peut se permettre, ça pourrait être vraiment intéressant, donc j'ai hâte de voir la suite. 4 sur 5 à ce match là parce que un petit peu moins de rythme contre Kevin Owens et Sami Zayn. Mais voilà, encore une fois, bon match, bien solide, bien propre, très peu d'erreurs et voilà. Petite parenthèse, j'ai vu que maintenant apparemment il y a tous les commentateurs à chaque pay-per-view. Tous les commentaires. Faut que j'arrête de faire cette erreur, hein, c'est un truc de fou. Donc aux abords du ring, on avait les Italiens et les Allemands. Après, on avait les Brésiliens qui étaient un peu plus loin, les Russes et les Japonais, et on n'avait pas les Français. Ils étaient tous là, sauf les Français. Et même les Espagnols, ils étaient pas là. Donc, pourquoi? Bref. Dean Ambrose contre Chris Jericho. Alors, on en est arrivé là que Chris Jericho a fini son heel turn et qu'il faisait son highlight reel avec comme invité lui-même. Ambrose est arrivé pour remplacer le highlight reel par son propre talk show Ambrose Asylum. La rivalité a commencé et s'est continuée de cette manière-là. Et décidément, ce pay-per-view ne me déçoit
pas parce que pareil pour le match, pour le titre intercontinental, un match un peu long, un peu mieux partagé niveau du temps de ring de chacun. Mais voilà, c'était divertissant, c'était technique à souhait et on a eu bon, pas grand chose de nouveau parce que c'était des prises qu'on avait l'habitude de voir à Raw et à SmackDown, surtout pour Dean Ambrose et Chris Jericho aussi en fait. Mais comment, il n'y a pas eu grand chose de nouveau, mais tout ce qu'ils nous ont présenté a été bien présenté, bien exécuté. Euh, j'ai un petit peu lâché le fil du match parce que à cause de la fatigue, donc j'ai pas forcément une très bonne analyse de celui-là. Mais voilà, j'ai préféré nettement, par exemple, ce match-là de Dean Ambrose que celui face à Brock Lesnar à WrestleMania. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi si vous l'avez vu aussi. Victoire de Dean Ambrose après son Dirty Deeds. Donc j'ai mis 4 sur 5 à ce match-là. La rivalité pourrait continuer parce que Dean Ambrose et Chris Jericho sont à peu près équivalents au niveau qualité de micro. Je pense que Chris Jericho est un petit peu au-dessus, mais de pas grand-chose. Et vu qu'on a Extreme Rules qui arrive derrière et qu'Extreme Rules n'est que dans 3 semaines, ça va être difficile de redémarrer quelque chose pour ces deux catcheurs-là qui ont besoin de build-up pour vraiment donner envie à leur rivalité. De toute façon, c'est le cas de tout le monde, mais je pense que ils peuvent vraiment construire quelque chose de très très solide, connaissant la qualité au micro des deux catcheurs. Donc pour moi, ce serait bien que pour Extreme Rules, on ait encore un rematch entre Chris Jericho et Dean Ambrose, et ça pourrait être très intéressant si on part dans l'Extreme Rules. Donc voilà. Charlotte pour le titre des femmes, pas le titre des divas, face à Natalia. Charlotte est donc arrivée avec Ric Flair comme d'habitude et Natalia avait dit qu'elle se pointerait avec Bret Hart, c'était chose faite. Le match en soi, il était un peu bordélique, parsemé de ratés qui descendent de temps en temps la qualité du match. Et c'est assez dommage de la part de Natalia qui est plutôt talentueuse sur le ring. Et c'est marrant parce qu'une fois que le lead changeait, le rythme du match changeait. C'est-à-dire que Natalia avait 2-3 ratés, on l'a entendu parler pendant le match pour dire les prises, c'était pas très discrète. Mais dès que Charlotte a pris le lead, tout de suite ça a pris une autre dimension, c'était même assez flagrant. Donc c'est vraiment elle qui a le mieux catché sur les deux. Et encore une victoire sous controverse. Parce que c'est l'arbitre qui a déclaré que Natalia avait abandonné. Alors, alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que au début, j'en ai entendu parler je l'ai lu dans les commentaires. J'avais pas réalisé le pourquoi du comment. Mais la WWE a essayé de refaire un espèce de Montreal Screwjob. C'est-à-dire que c'était en 99, à Survivor Series. Shawn Michaels et Bret Hart s'affrontaient. Shawn Michaels a rentré un sharpshooter sur Bret Hart. Bret Hart n'a jamais abandonné et l'arbitre a déclaré que oui. Ce qu'on appelle un foirage ou un enfilage par derrière de la part de la WWE. Et là, il s'est passé sensiblement la même chose. C'est-à-dire que dans le but de provoquer Bret Hart et Natalia, Charlotte a posé un sharpshooter sur Natalia et l'arbitre a regardé et puis il a fait sonner la cloche comme si Natalia avait abandonné, ce qui n'était absolument pas le cas. Je trouve ça, après avoir un point de vue extérieur sur la chose, je trouve ça extrêmement déplacé de la part de la WWE d'accueillir Bret Hart après des années quand même, en lui rejouant la scène avec sa nièce et juste sous ses yeux quoi, parce qu'il était aux abords du ring. Donc je trouve ça extrêmement déplacé, voire dégueulasse, parce qu'il faut quand même pas déconner, de la part de la WWE d'avoir fait ça. Je dis pas que c'est de la faute de Charlotte, parce que je pense que cette idée-là, si elle a un minimum de respect pour la famille Hart, elle ne l'aurait pas fait. De toute façon, c'est dans l'idée de l'arbitre d'avoir fait ça, donc je pense que ça vient de la part de la WWE. C'est assez chelou. J'aimerais voir. Voilà, mais bien sûr, de ce côté-là, par contre, ça renforce mon intérêt pour savoir ce qui va se passer à Raw ce soir. Donc voilà. Mais c'est vrai que, bon, pour le coup, j'avais pas forcément réalisé, mais c'est après, avec le coup, je
Je viens de me rendre compte qu'en fait, ils ont essayé de sortir une espèce de Montreal Screwjob en version 2.0 et ça a énervé beaucoup de gens. Et des choses que je peux comprendre. Bref, 3 sur 5 à ce match-là parce que un peu trop de raté de la part de Natalya. Charlotte a elle très bien catché, il n'y a pas de souci sur ce coup-là. Donc voilà. Après, on a eu l'entrée de Vince McMahon qui lui devait annoncer qui de Shane ou Stephanie devait prendre en main Raw. Donc Vince McMahon rentre et là les chants CM Punk ils sont partis de tous les côtés. Ils ont pas arrêté de lui couper la parole, il arrivait plus à en placer une. Il en jouait même, c'était enfin voilà. Je voulais que j'en dise non, si c'était une bonne réaction de jouer avec des chants hostiles comme ça, c'est bien. Ça fait genre on se rentre dans le jeu, c'est plus agréable que d'aller à l'encontre et d'attiser la haine de la foule. Mais bon, voilà, même si on a tous envie que CM Punk revienne, il ne le fera jamais. Il va falloir qu'on s'y fasse. Et c'est tout. Donc c'est Stéphanie qui est rentrée, qui a fait en premier son speech en mettant en avant tout ce qu'elle avait fait depuis qu'elle était arrivée. Shane est arrivé juste après en disant lui qu'il avait fait la une des journaux disant que Raw n'avait jamais été aussi agréable à regarder que depuis qu'il était revenu, enfin tout ça. Et puis finalement Vince McMahon a pris sa décision et ils vont partager le pouvoir à Raw entre Shane et Stephanie. Alors c'est une bonne chose au final parce que d'avoir juste Stephanie McMahon, ça aurait été un petit peu con de faire revenir Shane pour juste un mois. D'avoir juste Shane, ça aurait pas été amplement mérité parce qu'il a perdu face à l'Undertaker à WrestleMania. Donc voilà, après l'autre idée aurait été qu'il se serait partagé Raw et SmackDown pour revenir à une séparation des shows quoi, entre Raw et SmackDown comme on avait il y a quelques années. Mais donc non. Donc ça s'arrête là. Et puis on part sur le main event, donc Roman Reigns contre AJ Styles pour le titre WWE poids lourd. Encore un main event avec Roman Reigns et encore une fois c'était un peu trop lent, surtout quand Roman Reigns a le lead. Donc c'était vers le début du match parce qu'il a besoin de se mettre en jambe, il a besoin de jouer avec le public s'en branle, mais il le fait quand même. Et on a eu l'impression que AJ Styles a fait un peu tout le travail pour mettre ce match en avant et pour lui donner du peps. Parce que décidément Roman Reigns, malgré quelques coups bien portés, il n'a pas fait l'unanimité, mais de toute façon je pense que c'est fini, il ne fera plus l'unanimité jusqu'à ce qu'il change quelque chose à son personnage, qu'il devienne heel pour de bon ou je sais pas. Donc match assez lent qui commence à s'animer au fur et à mesure. Par contre j'ai pas chronométré le temps des matchs. Je pensais que ce serait fait sur la page Wikipédia du show, c'est pas le cas. Donc tant pis. AJ Styles finit par faire sa descente du coude du haut du ring, du haut des cordes sur Roman Reigns à travers la table des commentateurs américains. L'arbitre commence à faire son décompte, AJ Styles revient dans le ring et puis victoire d'AJ Styles par décompte à l'extérieur. Donc du coup toujours champion Roman Reigns. Et puis à ce moment-là, Shane McMahon, justement, il arrive et il dit que le match pour le titre poids lourd WWE ne doit pas s'arrêter en décompte à l'extérieur. Donc le match recommence sans décompte à l'extérieur. Donc le match se rattaque, le temps que les mecs se remettent dans le bain, il se passe 3-4 minutes. Et puis d'un seul coup, AJ Styles saute du haut des cordes. Et se prend apparemment un coup dans les burnes de la part de Roman Reigns. Donc du coup l'arbitre déclare disqualification. Victoire pour Roman Reigns, pour AJ Styles par disqualification, mais toujours champion Roman Reigns. Stephanie McMahon arrive, elle dit non, ça va pas se finir comme ça. Shane a oublié de mentionner que si on enlève les comptes à l'extérieur, on enlève les disqualifications, le match recommence. Donc le match recommence, et puis ça part complètement en vrille. Vu qu'il y a plus de décompte à l'extérieur et plus de disqualification, ça permet à Luke Gallows et à Carl Anderson, c'est ça, je sais plus, bref, de venir et puis de passer à tabac Roman Reigns, parce qu'on savait qu'il devait intervenir dans ce match-là, ça leur a carrément ouvert la porte.
Et puis les Usos qui sont arrivés juste après pour équilibrer un petit peu les débats. La fin de match était plutôt cool, mais voilà, sans plus. Et c'est Roman Reigns qui a gardé le titre après son spear. On a eu droit à un... Non, on n'a pas eu droit à un Styles Clash. Ce que je trouvais un petit peu dommage. Encore une fois, parce qu'apparemment la WWE ne laisse pas AJ Styles porter son Styles Clash sur tout le monde. Donc voilà, j'ai mis 3,5 sur 5 à ce match-là. Je pense que ce n'est... De toute façon, oui, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. À la fin du match, donc on a eu un petit segment très, très bref entre Shane McMahon, Stephanie et Vince McMahon en backstage en disant qu'ils avaient tous bien apprécié le match et qu'ils étaient d'accord pour redémarrer, pour faire un autre rematch entre AJ Styles, entre AJ Styles et Roman Reigns à Extreme Rules, donc dans 3 semaines, en match Extreme Rules, ce qui est une très très bonne chose. En espérant que Roman Reigns ne fasse pas n'importe quoi, comme les matchs sans disqualification auxquels il a déjà participé. 3,5 sur 5 parce que, même si le match n'était pas tip top, il a pris du relief avec le côté le côté Shane McMahon et Stephanie qui rentrent en plein milieu. Ça veut dire qu'ils s'immiscent, ça veut dire que ce titre prend encore plus de largeur. Je sais pas si vous voyez l'image que je veux donner à ce que je dis, mais voilà, il va y avoir de plus en plus de monde autour de ce titre, et je pense que on va avoir un Raw qui va être très très intéressant. D'une part parce que le contrôle de Raw est partagé entre Stephanie McMahon et Shane McMahon. Mais les fins de match d'hier ont laissé beaucoup de questions et les réponses ne peuvent être que très intéressantes. Globalement, ce show, il m'a plu, je l'ai trouvé pas mal, je crois que je suis un des seuls à avoir vraiment apprécié le show, je ne comprends pas vraiment pourquoi, parce que la qualité des matchs était loin d'être décevante, quoi, à part le match de Diva et le main event qui était pas tip top non plus. Mais voilà. Alors par contre, un point auquel j'avais pas pensé hier et que je viens de m'apercevoir, c'est qu'on n'a pas eu un seul changement de titre. Alors après le pay-per-view juste après WrestleMania, c'est peut-être un peu logique, mais bon, enfin, c'est pas forcément logique ce que je dis non plus parce que Zack Ryder a perdu le titre intercontinental le lendemain de WrestleMania. Bref. Je serais pour un changement de titre assez rapidement, notamment au niveau du titre des US. Est-ce que je ferai une vidéo pour Raw demain? Peut-être, si j'ai le temps. Sinon, si vous ne voyez rien sortir, c'est qu'il n'y a rien qui sortira. J'essaierai de faire une vidéo de prédiction pour Extreme Rules, en espérant qu'il y ait un peu plus de catcheurs, un peu plus de matchs, parce que là on avait eu que 8 matchs. Et c'est vrai que les grands noms ne sont toujours pas revenus. Il n'y a que Cesaro qui a fait son retour, mais c'est tout. J'espère que vous avez apprécié le show, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez aussi vos commentaires dans l'espace commentaires. Partagez la vidéo, partagez la chaîne, il n'y a pas de souci. Et je vous laisse avec ma chanson du moment, c'est le tout nouveau morceau de Blink-182, ça s'appelle Bored to Death. Je vous souhaite tout ce qu'on peut vous souhaiter, profitez bien du soleil si vous en avez chez vous, c'est pas le cas chez moi. Je vous dis à tout bientôt pour les vidéos pour Extreme Rules, et puis d'ici là, bisous les amis, tenez-vous bien, portez-vous bien, et à plus, ciao ciao.